Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez, que vous me voyez toutes et tous. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un petit message dans le chat pour me confirmer que tout fonctionne? J'attends quelques secondes. Merci beaucoup Maximilien. Alors, si c'est Maximilien derrière, voilà, Thérèse, super. Ben, merci beaucoup. Je suis ravie de vous revoir. Ça fait un petit temps qu'on n'a pas organisé de webinar. Bon, il y a eu la pause de l'été. Je pense que tout le monde avait besoin de souffler un peu. En tout cas, nous, on avait besoin de prendre un petit break. Et puis, la rentrée a été sur les chapeaux de roue. Mais donc, je suis ravie de vous voir toutes aujourd'hui, tous et toutes et tous, pour ce sujet de rentrée. Comment apprendre à nos ados à gérer leur argent. Comment apprendre avec eux aussi parfois sur certains sujets. En préparant ce webinaire, j'ai appris quelques trucs moi-même aussi, en tout cas des applis sympas, etc. Donc, je suis ravie de partager ça avec vous. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, de les mettre donc soit dans l'onglet questions, soit dans l'onglet chat si c'est plus un commentaire à partager avec l'audience. J'ai quelques questions de sondage aussi, voilà, pour comprendre un petit peu quel âge ont vos enfants, vos ados, et puis avoir un peu un son de cloche sur l'argent de poche notamment. Donc, on va y venir. Je vais peut-être d'ailleurs commencer par voir, vous demander comment vous allez. C'est toujours sympa de voir. Alors, j'ai posté certains sondages. Non, ils sont en mode brouillon. Alors, le premier, je publie. Déjà, juste voir comment vous allez aujourd'hui, une semaine de rentrée. Comment ça se passe pour vous? Enfin, en tout cas, à Luxembourg, puisque celles qui nous regardent et ceux qui nous regardent de Belgique ou de France sont rentrés avant nous. Nous, c'était, pour ma part, libéré, délivré depuis mardi, même si je les adore, j'étais contente de pouvoir souffler un petit peu. En forme olympique, pas trop mal. Bon, écoutez, c'est bien, il n'y a pas de bof, il n'y a pas de déprimé, c'est super. Je propose qu'on commence. Alors, aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets autour de la gestion de l'argent. Évidemment, on va parler investissement, mais c'est un peu le dernier bout de la chaîne. On va déjà commencer par aborder les questions d'argent avec ses enfants, à partir de quand, à quel âge, quoi partager ou pas. Et on va parler argent de poche. Est-ce qu'on en donne, est-ce qu'on n'en donne pas, combien, pour quels besoins. Alors, je mets tout de suite un disclaimer, je ne vais pas donner de réponse ou de vérité absolue, plutôt voilà, partager certaines pratiques que j'ai pu observer, des applis pour vous aider, vous expliquer aussi comment nous, on a abordé ces thématiques avec mes deux filles qui ont 9 et 11, donc on l'aborde un peu différemment. Et puis, surtout, n'hésitez pas à partager vos propres expériences également dans le chat avec les autres. Voilà, le but, c'est de pouvoir échanger nos meilleures pratiques. Alors, je reprends le chat parce que je vois que… voilà, bonjour Peter. Alors, j'espère que je ne me trompe pas derrière les prénoms, mais en tout cas, bienvenue. Voilà, je vais partager ma présentation. Alors, partage d'écran. Hop. Voilà. Donc, dans l'heure qui vient, donc on va aborder différents points. Donc, parler d'argent en famille, brièvement, une petite intro sur pourquoi ce thème, la gestion de l'argent adapté aux ados, donner de l'argent de poche, quand, pourquoi, comment, voilà, quelques pistes de réflexion là-dessus. Ouvrir un compte en banque, il y a des choses très sympas qui existent aujourd'hui pour les ados entre 10 et 17 ans. Et voilà, je vais en partager quelques-unes avec vous. Alors malheureusement, en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez, il y a plus ou moins
d'offres disponibles. Mais la bonne nouvelle, c'est que même à Luxembourg, qui est quand même un pays où il y a un peu moins d'offres, parce que le pays est plus petit et que donc plus de mal à développer certaines offres innovantes, il est quand même possible de trouver des manières de gérer un compte jeune autrement que juste avec sa banque traditionnelle, sa banque classique, si on veut d'autres fonctionnalités. Gérer son budget, quels sont un peu les différents stades et comment les familiariser avec une gestion de budget en fonction de l'âge qu'ils ont, comment les inciter à épargner sans être derrière leur dos et qu'ils comprennent en fait les vertus de l'épargne déjà au plus jeune âge. Comment gagner des revenus ou en tout cas complémenter son argent de poche avec des petits boulots. Et finalement, comment les amener à comprendre l'investissement. Alors, j'allais dire les amener à investir, mais il y a un âge légal qui est un peu limitant, mais on va voir également qu'il y a des manières de passer outre, entre guillemets, les contraintes juridiques, entre guillemets, qui sont liées au fait qu'ils soient mineurs. Voilà, donc c'est tout un programme. Encore une fois, n'hésitez pas à tout moment à poser vos questions et à partager vos commentaires ou à m'interrompre si jamais certaines choses n'étaient pas claires. Alors, parler d'argent en famille, donc c'est juste un préambule. C'est quelque chose qui est assez tabou dans notre culture. Et en parlant avec mes amis, je sais que c'est quelque chose qui est assez sensible, notamment quand les enfants posent la question de combien leurs parents gagnent, de combien coûtent certaines choses, le toit au-dessus de leur tête, leurs études, que sais-je. C'est des choses qui sont parfois un peu difficiles à échanger. Alors, évidemment, il y a une question d'âge. On ne parle pas à un enfant de 5 ans de la même manière qu'on parle à un enfant de 15 ans. Néanmoins, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous voulez leur donner des bases finalement de saine gestion. Et ça commence par briser ces tabous. Alors, il y a toute une série de biais et on va dire, de biais éducatifs dont on parle beaucoup quand on parle des femmes et de l'argent. Je sais qu'il y a une majorité de femmes qui m'écoutent, et notamment aujourd'hui. Eh bien, justement, mesdames, mamans, ne reproduisons pas ces biais, alors évidemment auprès de nos filles, mais aussi auprès de nos garçons. De manière générale, si vous faites de l'argent un sujet tabou, les enfants, finalement, ils agissent beaucoup plus par rapport à ce qu'ils nous voient faire que par rapport à ce qu'on leur dit. Donc, ça va être très compliqué de leur dire que l'argent est un moyen d'échange, que c'est quelque chose avec lequel il faut être libéré et détaché, si on a tellement de non-dits et de difficultés à en parler avec eux au sein du cercle fermé de la famille. Donc, sans pour autant devoir sortir ces livres de comptes et faire le menu détail de ce qui est dépensé, leur permettre d'avoir des ordres de grandeur sur combien vous gagnez, pas tellement pour savoir combien ils gagnent et qu'ils puissent s'en vanter auprès de leurs copains, je pense que c'est là où toute l'éducation doit se faire, mais plutôt dans leur capacité à comprendre ce que requiert finalement le train de vie qu'ils ont aujourd'hui, dans la mesure où ils veulent le reproduire plus tard, et donc peut-être parler finalement d'une heure de travail. Comment est valorisée une heure de travail en fonction des différents travaux, des différents métiers. Quelle est la différence entre le travail de leur tante et le vôtre, et comment ça s'articule justement en termes de gestion du budget quotidien. C'est des discussions en tout cas à partir de l'adolescence, 13, 14, 15 ans, qui sont assez vertueuses à avoir. Il y a plein de livres et de manières d'aborder le sujet. Je pourrais vous en donner quelques-unes si vous êtes intéressés. Mais en tout cas, finalement, la libération de la parole, c'est une première étape pour leur permettre à eux également d'être bien préparés dans la vie. Parce que ce qui se passe si vous n'en parlez pas du tout à la maison, c'est que le jour où ils quittent le nid, alors s'ils font leurs études à l'étranger ou quoi, ils se trouvent assez dépourvus dans la valeur des choses, 2, la valeur du travail, et 3, la manière de gérer leur budget de manière autonome, puisque c'est nous qui les avons assistés finalement jusqu'à leurs 18 ans. Voilà, donc parler d'argent en famille, trouver l'équilibre qui fonctionne le mieux pour vous. Commencez par divulguer peut-être un petit peu, les aider à, par exemple, les courses de la semaine, quel est le budget quotidien des courses. Comme ça, ils voient aussi, eux, leur demande de petits trucs à gauche, à droite, et bien comment ça s'inscrit dans le budget global que vous devez gérer sur une semaine, par exemple. Parce qu'évidemment, pour un enfant de 6-7 ans,
la notion d'argent et d'échange et de la valeur de ces échanges commence à être compréhensible. Et puis aussi, laissez-les peut-être payer eux-mêmes certaines choses. Ça les aide d'ailleurs beaucoup en cours de maths. Voilà. Donc ça, c'est sur la partie parler d'argent en famille, le besoin de libérer la parole et d'en faire aussi un sujet de conversation sur lequel ils puissent poser toutes les questions, qu'il n'y ait aucune question qui soit tabou. Ça ne veut pas dire qu'ils auront les réponses systématiquement, mais au moins ils savent que voilà, il y a certaines choses qui seront d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans et dont ils pourront s'informer par la suite. Un deuxième point qui est très important, et j'aimerais poser la question à notre panel d'aujourd'hui, de dire finalement l'argent de poche. Est-ce que vous en donnez? Si oui, combien? Et pour ça, déjà, il faut savoir quel âge ont vos enfants. Donc, j'ai 2 petites questions pour vous que je vais publier dans le sondage aujourd'hui. La première, c'est quel âge ont vos enfants? Bon, évidemment, si vous avez plusieurs enfants d'âge différents, vous pouvez cocher plusieurs réponses. Donc, dans le petit onglet sondage, vous allez trouver une nouvelle question. Comme ça me permet aussi de comprendre un peu la réponse à la question qui va suivre, qui est combien d'argent de poche est-ce que vous donnez? Alors, je vois qu'on a des enfants en bas âge ou ados, jeunes ados. Ok, intéressant. Et du coup, alors, je vais ajouter combien d'argent de poche? Voilà. À ces enfants / ados, combien d'argent de poche par mois est-ce que vous donnez ou est-ce que vous envisagez de donner? Et donc, on est entre 40 et 60 et 100. Ok, d'accord. J'en donne pas. Bon, j'ai vu qu'il y avait aussi des jeunes enfants, donc c'est peut-être corrélé. Voilà, c'est intéressant de voir donc dans ce panel finalement comment ça s'articule. Donc certains donnent des petits montants, d'autres des montants plus importants. Alors évidemment, l'argent de poche peut servir à beaucoup de choses différentes. Ce qu'on voit, et j'ai, je pense dans le slide suivant, voilà, un peu une moyenne. Donc ça, c'est sur la Belgique. Alors, les articles que j'ai lus sur différentes études qui comparaient un peu l'argent de poche en fonction du pays, en fonction de l'âge de l'enfant, vous avez une certaine homogénéité entre la France et la Belgique, Luxembourg qui est un peu plus élevé, donc qui est lié aussi au coût de la vie dans les différents pays et puis au pouvoir d'achat. Donc ça peut s'expliquer facilement. Mais donc vous voyez que pour des enfants de 10-12 ans, on est entre 10 et 20 euros et ça évolue vers 100, 150 euros quand on est vraiment dans des postes ados, on va dire, qui rentrent à l'UNIF. Et entre les deux, on est plutôt entre 40 et 100 euros. Encore une fois, ça dépend très fort de ce qu'il y a dans cet argent de poche. Et les études, par ailleurs, je vous mettrai les liens des différentes études que j'ai pu consulter. Ce qui était intéressant, c'est de voir qu'en fait, dans la majorité des cas, l'argent de poche sert aux dépenses de loisirs, aux dépenses plaisir. Donc, ne sert pas à couvrir les besoins, entre guillemets, les nécessités quotidiennes qui arrivent quand un enfant devient adolescent et rentre au lycée ou en école secondaire en fonction d'où vous êtes. Et c'est assez intéressant parce que, paradoxalement, le message qu'on envoie, on les rend responsables, en tout cas l'argent qu'ils ont, c'est pour l'accessoire, les petits plaisirs, et donc ils doivent évidemment contraindre les petits plaisirs dans leur budget, mais par contre, leur budget vêtements, leur budget téléphonie, leur budget transport, même parfois une partie des budgets hobby, etc., est assumée par les parents et donc avec une responsabilisation qui est beaucoup moins forte. Si vous pensez à votre vie aujourd'hui, la réalité, c'est qu'en fait, cette notion de choix de consommation, de combien consommer et de faire attention à ses dépenses, il est surtout finalement sur ces postes budgétaires que vous allez avoir au quotidien et qui sont entre guillemets des impondérables. Et vous allez d'abord gérer ça et finalement le plaisir, c'est ce qui restera par après. Or, ce qu'on fait avec nos enfants par défaut, c'est de leur donner juste ces petits budgets plaisir et donc l'illusion
que en fait ça viendra tous les mois et qu'il n'y a pas de problème s'ils arrivent au bout de leur argent de poche au bout d'une semaine, parce qu'en fait ce sont des choses dont ils peuvent très facilement se passer, mais on les éduque pas du tout en faisant ça à une gestion d'un budget un peu plus global, et on les amène à 18, 20 ans quand ils quittent le nid à devoir le faire du jour au lendemain, alors qu'avant on a toujours été là pour pallier finalement à l'essentiel. Donc une des premières réflexions sur l'argent de poche, c'est de dire, eh bien, graduellement, en fonction de l'âge de l'enfant, d'augmenter en fait la part des dépenses qui rentrent entre guillemets dans son allocation mensuelle. Alors, on peut peut-être parler de argent de poche quand il s'agit de jeunes enfants entre 7 et 12 ans, où ça sert en fait à éduquer plutôt sur plutôt que de répondre à leurs sollicitations permanentes quand vous allez faire les courses, quand ils voient quelque chose, c'est de leur apprendre en fait à faire des premiers choix, mais sur un univers qui est relativement restreint, ce qui leur permet en fait de s'habituer à cette prioritisation de leurs besoins. Et puis, au fur et à mesure, en fait, à partir de l'âge de 12 ans, de faire rentrer, bien par exemple, l'allocation téléphonie, puisque c'est en général l'âge où on décide de leur laisser leur premier téléphone. Bon, il y en a pour qui c'est plus tôt, mais en tout cas là, c'est un moment naturel puisque ils sont en général au lycée, en école secondaire, ont plus de liberté, ont des horaires qui sont moins prévisibles et donc un besoin peut-être de communiquer avec nous plus important. Ou alors c'est le moment où en fait vous n'arrivez plus à contenir la pression sociale des copains et des copines qui communiquent ou qui surcommuniquent via les réseaux sociaux et les messageries. Toujours est-il que voilà, ça peut être une première étape pour augmenter finalement leur responsabilité dans l'enveloppe que vous leur donnez tous les mois. Et quelque chose de sympa que j'ai trouvé dans différentes applis et que j'ai mis en place avec mon aîné, c'est un peu ce contrat d'argent de poche. Parce que ce qui est important quand vous leur laissez plus de liberté, forcément, c'est aussi de s'entendre sur le cadre, qu'ils sachent exactement ce qui rentre dedans, ce qui ne rentre pas, qu'il ait conscience avant de finalement les tenants et les aboutissants des nouvelles libertés, mais du coup des nouvelles responsabilités qu'il a. Et donc il y a des petits modèles qui existent. De nouveau, je pourrais vous en envoyer le lien pour un que j'ai fait avec ma fille sur un contrat d'argent de poche qui est très simple, qui est un peu une sorte de contrat moral entre votre enfant, votre ado et vous, qui fixe en fait les règles du jeu. C'est-à-dire, eh bien, le montant, il sera payé tel jour du mois. C'est important que ça soit prévisible aussi de son côté et que finalement vous respectiez chacun votre part du contrat. La fréquence à laquelle il sera payé, peut-être par semaine au début et puis mensuel quand il devient un peu plus grand. Est-ce qu'il y a ou pas une contrepartie? Et donc là, de nouveau, aucun jugement de ma part, simplement il y a des contrats qui finalement sont des contreparties, que ce soit qu'il ait des bonnes notes à l'école, qu'il fasse sa part de travaux ménagers. Voilà, c'est un engagement moral, c'est dire voilà, de mon côté, je m'engage à verser ton argent de poche et à donner certaines libertés, une certaine autonomie. De ton côté, tu t'engages à faire ta part de ton rôle finalement à la maison et à l'école. Ça peut ou pas faire partie du contrat, ça c'est vraiment à chacun ses choix. La durée. Forcément, l'allocation et le scope de ce que vous allez mettre dans ce contrat va évoluer. Donc, il y a un timing au cours duquel vous pourriez vouloir revoir ce contrat. Ça peut être annuel, ça peut être tous les 6 mois. Ça dépend vraiment de l'âge de l'enfant. Et puis, les limites. Alors, les limites, c'est ce sur quoi l'argent ne peut pas être dépensé, le cas échéant. Donc, par exemple, ça peut être fixer une limite sur le nombre de jeux vidéo ou le nombre d'applis de jeux qu'il peut dépenser tous les mois. De nouveau, ça, c'est vraiment laissé à la libre appréciation de vous, parents. Je vous explique ce qui existe et ce que j'ai pu observer. Sachant que dans des livres et finalement le côté plus pédagogue ou sociologue du problème, conseille quand même de laisser une vraie autonomie à l'enfant. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment lui apprendre à gérer son budget, vous devez accepter de lâcher le contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous vous êtes mis d'accord sur les règles, qu'il les a comprises,
le fait qu'il dépense son argent sur quelque chose sur lequel vous estimez que ce n'est pas une priorité, que le jouet qu'il peut vouloir acheter va sans doute se casser dans 2 jours et que vous ne le feriez pas, eh bien, dans la limite du cadre que vous lui avez fixé, il faut le laisser faire ses erreurs. Eh ben, le fait qu'il achète quelque chose, une bricole qui finalement va être cassée dans 2 jours ou dont il va se lasser très vite, eh ben, c'est aussi un apprentissage et qui sera beaucoup plus instructif finalement pour lui s'il fait l'erreur que si vous lui interdisez de la faire. Donc, c'est aussi une manière finalement de se connaître soi-même et de connaître ses propres limites en tant que parent. Si vous n'êtes pas prêt à lui donner la liberté au jour d'aujourd'hui sur certaines parties des dépenses, eh ben, ne le faites pas. Mais alors, ne le mettez pas dans le contrat parce que par après, si vous lui donnez l'illusion de l'autonomie, mais que derrière, vous mettez des mécanismes de coercition ou de contrôle en place, finalement, c'est un message paradoxal que vous lui envoyez et cette autonomisation, finalement, ne peut pas se faire de manière sereine, aussi bien pour lui que pour vous. Donc, il y a vraiment cette réflexion à avoir, c'est de dire, finalement, à quel moment on passe d'un vrai argent de poche qui traite les petits extras à une allocation et un vrai budget et comment est-ce qu'on l'accompagne dans cette transition. Dernier aspect sur l'argent de poche, c'est finalement sous quelle forme est-ce que je le donne. Et donc là, on va venir au thème d'après qui est toutes les applications, les comptes qui existent aujourd'hui qui vous permettent finalement de le faire de manière digitale. Alors, avant l'âge de 12 ou 10 ans, en fonction de la fonction que vous choisissez, c'est plus souvent en liquide si vous voulez le donner directement à l'enfant, puisqu'il n'aura pas de compte sur lequel il est lui-même décisionnaire, sur lequel il a un moyen de paiement, on va plutôt dire ça comme ça, parce que décisionnaire, c'est encore une autre chose. Il existe maintenant des applications qui vous permettent d'avoir une carte qui soit liée à partir de 10 ans, voire même plus tôt quand c'est un de vos sous-comptes. Donc ça, on va y venir dans une minute. Mais donc, cash ou digital, c'est également important. C'est également important pour la suite quand il s'agit d'épargner ou d'investir et des mécanismes que vous voulez mettre en place qui seront intéressants qu'on va voir. Est-ce que à ce stade-ci, vous avez des questions, des réflexions sur la partie argent de poche? Que donner, combien, comment construire avec lui ce budget? N'hésitez pas dans la partie questions à nous faire part aussi de vos réflexions, de comment vous gérez ça vous-même à la maison. Alors, pour répondre à Géraldine, oui, évidemment, la présentation pourra être vue, donc la vidéo pourra être vue en différé et vous aurez également accès évidemment aux slides. Alors, Vania, quid de la cantine? Alors oui, effectivement, c'est vraiment un des postes que tu peux tout à fait mettre. Alors, je reviens sur le budget. Alors, on peut peut-être passer, je regarderai après. Voilà, gérer son budget. Donc, les postes typiquement que tu vois et que tu vois aussi dans les applis que les ados peuvent utiliser qui sont en miroir chez toi, j'y reviendrai, c'est dans mes slides juste au-dessus. Typiquement, tu as quoi? Tu as le téléphone, donc les dépenses téléphoniques. Alors, si c'est un forfait, c'est assez simple. Si c'est un forfait qui peut dépasser, c'est d'autant plus important à de multiples égards, finalement, de le mettre dans son budget. Moi, j'ai un souvenir très vivace de mon petit frère qui avait des dépenses téléphoniques. Alors, à l'époque, on n'était pas encore sur des dépenses de mobile, mais des dépenses fixes. Où en fait, quand il a eu sa première petite copine, mes parents ont eu des notes de téléphone qui étaient astronomiques. Et ce n'est que le jour où mes parents lui ont déduit en fait ces notes de son argent de poche que les notes de téléphone se sont normalisées. Les premiers mois, ils avaient beau lui faire la leçon et même avoir des discussions assez houleuses. Le mois d'après, ça recommençait jusqu'au moment où il a dû les rembourser. Et là, bizarrement, l'attitude par rapport à la consommation de téléphonie a vraiment changé. Donc là, évidemment, ça dépend aussi des forfaits. Hein. Quand ils sont bloqués, ils sont eux-mêmes contraints. Une fois qu'il n'y a plus de minutes, qu'il n'y a plus d'SMS, c'est fini. Mais bon, maintenant, les forfaits sont assez libres. Les vêtements,
Donc là aussi, c'est une manière finalement de gérer leur virée shopping, leur envie de se conformer à certaines modes et marques vestimentaires. Ben voilà, encore une fois, plutôt que d'avoir cette finalement, ça règle aussi tous ces conflits entre parents et enfants. Quand c'est vous qui gérez ce budget, la sollicitation elle est permanente. À partir du moment où vous l'autonomisez, ben finalement les trade-offs c'est lui ou elle qui les fait. Et quand s'il décide de dépenser 80% de son budget dans des vêtements qui coûtent plus cher que ce que vous estimez raisonnable ou utile, eh ben c'est son choix. Et même si ben, vous n'adhérez pas forcément, à partir du moment où la priorité c'est elle qui la donne ou lui qui la donne, eh bien ça permet aussi voilà d'accepter et de faire ses propres expériences in fine. Donc, un autre point, c'est, comme tu l'as dit, la cantine, Vania, le transport, le cas échéant. Bon, les transports en commun sont gratuits, mais en fonction de l'âge, le retour de soirée, la manière dont vous l'organisez, ça peut aussi faire partie de ça. Tout ce qui est hobbies au sens large. Alors, les sports et l'activité extrascolaire, donc au sens sport du terme, il y a beaucoup de débats. Parce que d'un côté, ça peut être une tentation du coup d'arrêter dans des moments où on a du mal à les faire sortir du canapé pour certains. D'un autre côté, ben voilà, ça permet de gérer de nouveau les extras, dire s'ils veulent plus ou moins s'équiper, etc. Donc ça, encore une fois, chaque enfant est différent. Et donc, c'est aussi finalement un équilibre à tester et à modifier en fonction du niveau de maturité de l'enfant, des priorités, aussi des batailles finalement que vous voulez mener ou pas dans une période de vie qui est plus ou moins facile et plus ou moins sereine dans les relations parents-enfants en fonction du moment et de l'enfant. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir, mais typiquement, c'est un peu tous les points qu'on retrouve dans ces applis ou dans ces templates de budget que vous pourriez vouloir échanger avec lui. Et puis évidemment, ça s'adapte en fonction de la réalité sur le terrain. On peut estimer qu'un budget est suffisant et puis il a des arguments valables au bout de 2-3 mois pour le revoir. C'est quelque chose du moment où vous avez la transparence. C'est le gros avantage des différentes applis ou de tenir un Google Sheet, par exemple, partagé. C'est qu'en fait, si vous avez une vue sur les dépenses, c'est aussi une capacité à vous, pour vous, de juger si ces demandes éventuelles sont plus ou moins raisonnables. Sachant que, d'après ce que je lis, bon, moi, mes filles, elles ont 9 et 11, donc je suis encore au début. Mais la révision budgétaire après le premier mois, elle est très, très fréquente. Et le conseil en général, c'est de ne pas lâcher tout de suite, sauf si vraiment il y a eu, voilà, vous avez oublié d'estimer un poste que vous avez par ailleurs inclus dans les prérogatives. Voilà, donc ça, je pense que vous êtes beaucoup mieux à même que n'importe quelle appli ou n'importe quel budget pour savoir faire la part des choses. Mais au moins, ça vous donne un canevas. Et puis, ça donne aussi à votre ado un canevas pour faire son propre budget. Parce que ça, c'est une autre chose. C'est en fait de le laisser aussi venir avec sa propre estimation de ses besoins. Parce que, de nouveau, ça lui permet aussi d'avoir un peu un reality check et à vous d'estimer, tiens, est-ce que je l'ai déjà suffisamment confronté à la réalité de la valeur des choses ou pas. Si vous voyez qu'il est complètement off, ça vous dit, tiens, peut-être que je vais encore, pendant quelques semaines, en fait, faire certaines courses, certaines dépenses avec lui pour qu'il se rende compte ou qu'elle se rende compte de la valeur des choses et du coup, de pouvoir adapter. Donc, en fait, en faisant ça, vous vous rendez compte à quel point il ou elle est prêt à voler de ses propres ailes et que donner, quelle latitude donner aujourd'hui. Alors, le tracking, c'est pour les enfants ou pour les parents? Alors, en fait, c'est pour les deux et ça dépend très fort des applications. Donc, ça dépend aussi de la manière dont vous voulez voir les choses. Donc, il y a des applis miroirs, c'est-à-dire où les enfants et les parents ont la même vue sur les comptes. C'est des applis qui sont ouvertes à partir de l'âge de 10 ans. Donc, c'est typiquement pour donner peut-être une autonomie un peu plus tôt, mais en même temps d'avoir derrière une vue sur ce qui se passe sur le compte pour pouvoir réagir en l'occurrence. Alors évidemment, le tracking, il est aussi pour les enfants. Ça leur permet, eux, de catégoriser leurs dépenses, de voir combien ils ont dépensé. Ça leur permet même de se mettre certaines applis, de donner des objectifs. Attendez, je vais revenir
sur ce slide-là. Voilà. Je reviens juste 2 secondes. Voilà, ça vous donne un peu une idée de la manière dont les parents en Belgique, dans cette étude en tout cas, géraient l'argent de poche. Donc, il en fait ce qu'elle veut. Ça, c'est encore la grosse majorité. Et puis, d'abord les dépenses de loisirs, hein, comme j'ai dit, la cantine, téléphonie, les vêtements, les transports. Et puis, vous voyez, il y en a quelques-uns, même des associations caritatives ou des frais de scolarité. Voilà, donc pour revenir sur la partie compte et sur la partie outils, parce que donc je dis compte en banque, mais en fait c'est plus large que ça. Le compte en fait est un point de départ pour digitaliser l'échange d'argent de poche, et à partir du moment où il est digitalisé, ça vous permet de faire beaucoup plus d'informations, pardon. Donc, une première chose, c'est en fait, depuis certaines années, il y a, avec l'avènement des fintech, des néobanques, etc., l'offre, en fait, s'est vraiment diversifiée et notamment permet d'avoir 2 choses. Soit un compte propre, qui est en fait le compte jeune classique que vous pouvez voir dans les banques traditionnelles, où le compte est vraiment ouvert au nom de l'enfant et donc appartient à l'enfant. Donc, ça veut dire qu'en tant que parent, vous êtes, entre guillemets, tuteur, mais le compte appartient à l'enfant. Et donc, en particulier, le compte épargne qui est lié à ce compte jeune appartient à l'enfant et vous n'avez pas le droit, vous, de faire des retraits sur ce compte. Donc, voilà, c'est juste d'un point de vue juridique, il y a une différence entre ce type de compte-là et des sous-comptes que vous pourriez ouvrir. Alors là, je pense par exemple à l'application Revolut qui vous permet maintenant d'ouvrir Revolut Junior, qui n'est pas en fait le même type de compte d'un point de vue juridique que un compte que vous ouvririez dans une banque traditionnelle, parce qu'en fait, ce compte est un sous-compte de votre propre compte. Donc, vous restez titulaire du compte. Il y a un sous-compte qui est ouvert, un sous-compte virtuel sur lequel vous déposez de l'argent. Donc, ça permet des virements instantanés entre votre compte primaire Revolut. Je parle de Revolut, mais c'est le même pour les autres, certaines autres applications. Et donc, c'est très rapide d'aller réalimenter le sous-compte de votre enfant. Il y a une carte spécifique pour votre enfant sur ce sous-compte. Il y a des notifications, des capacités de créer des objectifs d'épargne, une catégorisation des dépenses, etc. Donc, virtuellement, en fait, il y a des capacités de gestion de budget et de gestion d'épargne qui sont plus puissantes même que sur un vrai compte dans une banque traditionnelle, mais ça reste un sous-compte. Donc, ça veut dire que juridiquement, ça reste votre argent, avec voilà tous les avantages et les inconvénients que ça incombe. C'est d'ailleurs aussi pour ça que vous êtes en mesure de leur offrir d'offrir à vos enfants cette carte plutôt que 12 ans, qui est l'âge légal en Belgique, à Luxembourg et en France pour finalement détenir une carte de débit. Donc c'est pour ça que ces néobanques en fait travaillent avec un mécanisme de sous-compte. C'est aussi pour ça que dans ces néobanques, on vous demande de coupler la carte à un de vos comptes bancaires existants. Voilà, donc si on vous demande de coupler la carte à un de vos comptes bancaires ou que vous devez avoir un compte sur l'application, c'est parce qu'en général, ce sont des sous-comptes, donc des comptes virtualisés. À partir du moment où il y a un vrai RIB, un vrai IBAN, à ce moment-là, c'est un vrai compte, c'est ouvert à partir de l'âge de 12 ans. Et donc, vous avez moins de visibilité sur ce compte, d'abord parce que les applis bancaires, pour ça, sont moins développées, mais également parce que l'enfant en est réellement titulaire. Donc voilà. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose, hein. Il y a une facilité plus ou moins grande, il y a des fonctionnalités plus ou moins différentes, il y a des frais aussi différents en fonction des solutions. Donc ça, c'est un peu à vous à faire votre shopping. Alors sur Luxembourg, malheureusement, il y a essentiellement l'offre des banques classiques. Il y a Revolut Junior qui existe, que je trouve très pratique pour des enfants en plus bas âge comme les miennes, pour en fait éventuellement commencer plus tôt cette autonomisation. Et voilà, l'usage des cartes aussi par facilité, hein, si vous voulez les laisser payer certaines choses, ça évite de devoir leur donner de l'argent en cash, ce que moi j'aime
voilà, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de cash, j'ai jamais de cash sur moi, et donc leur donner à elles du cash, ça veut dire qu'il faut que j'aille en retirer, donc c'est pas pratique. Donc pour des simples questions de praticité et puis aussi voilà d'autonomisation, moi j'ai ouvert à ma grande un compte Revolut Junior avec une carte. Alors évidemment, le côté, je peux choisir la couleur de ma carte, j'ai mon nom dessus. En fait, c'est plus excitant que le fait d'avoir de l'argent de poche, hein. Parce que jusqu'à présent, on a finalement payé leurs dépenses. On travaille pas encore avec, enfin, on commence avec la grande, mais c'est tout récent de créer ces budgets plutôt que de décider pour chaque dépense si oui ou non on est d'accord de la faire. Et l'argent des grands-parents, etc., en fait, est sur un compte épargne sur lequel, en fait, depuis déjà quelques années, je communique avec elles sur le montant qu'elles ont. Donc, elles savent combien elles ont sur ce compte, mais ce compte est bloqué jusqu'à l'âge de 18 ans. Et donc, finalement, voilà, ça les intéresse très moyennement parce que pour elles, 18 ans, c'est genre jamais, quoi. Donc, d'où l'intérêt d'avoir cette immédiateté à côté qui, du coup, attire beaucoup plus leur attention et leur intérêt. En tout cas, voilà, ça, c'est mon expérience propre. Sur ces applications, vous avez des notifications en tant que parent que vous pouvez ou pas vouloir mettre. Donc là, de nouveau, hein, ça dépend de votre capacité à gérer la notion de contrôle ou de non-contrôle. En tout cas, ces applications vous permettent d'avoir ou pas le contrôle et de mettre le niveau de contrôle avec lequel vous êtes confortable. Ça permet aux enfants de catégoriser leurs dépenses. Alors, il y a des catégories par défaut en fonction des marchands. Donc, en fait, il y a déjà une catégorisation qui est faite pour eux. Donc, ça simplifie aussi cette première gestion de budget, entre guillemets. En tout cas, ce premier diagnostic de dire, tiens, où part mon argent? À quoi est-ce que je le dépense? Et donc ces premières réflexions qui sont assez sympas. Il y a carrément des applis aussi avec des rewards. Ça, c'est surtout en France. Ces cartes comme PixPay, comme Cador, comme Card, qui sont intéressantes. En tout cas, à les regarder. Même si vous n'y avez pas accès, je trouve que c'est intéressant de voir l'approche qu'ils prennent dans leurs démos, dans les captures d'écran, parce que même si malheureusement on n'a pas accès à ces applis, vous pouvez vouloir répliquer certains mécanismes entre guillemets de manière plus classique avec vos enfants, parce qu'in fine ça peut juste avoir la forme d'un fichier Excel ou d'apps qui sont pas des apps transactionnelles. Comme j'ai l'application tout en dessous, comment elle s'appelle, Bourse à Mioche, voilà, qui est une appli de gestion d'argent de poche qui est complètement en dehors du système bancaire, qui est simplement une appli où les enfants rentrent leurs dépenses une à une, et du coup ça leur permet d'avoir une visibilité sur ce à quoi ils ont dépensé leur argent de poche, de pouvoir faire des catégories, de pouvoir se mettre des objectifs, mais c'est complètement libre, c'est-à-dire que ça n'est lié à aucune application, aucune carte, et donc c'est à eux de le remplir au quotidien. Mais voilà, ça leur permet d'avoir un tableau de bord qui soit plus business friendly, enfin plus user friendly qu'un fichier Excel ou un Google Sheet que vous pourriez lui créer ou qui se créerait lui-même, quoi. Alors, je vois qu'il y a quelques questions. Alors, le tracking pour les enfants ou les parents, on en a parlé. À partir de quel âge pensez-vous qu'il soit utile de leur parler d'argent ou de leur donner de l'argent de poche s'ils ne sont pas demandeurs? Alors, très bonne question. Ça, vraiment, ça dépend de votre propre sensibilité par rapport à ça. D'un point de vue mécanisme et éducation à l'école, en tout cas des premiers mécanismes en tout cas de calcul et de gestion des euros, on estime que c'est 6-7 ans. C'est le moment d'ailleurs, si vous voyez dans leur parcours scolaire, où ils commencent dans leur cours de maths à avoir des calculs avec des euros, avec des cents, à transformer un euro en cents, etc. En fait, c'est vertueux dans les deux sens. C'est-à-dire que le fait qu'ils voient ça à l'école, ça permet d'appréhender l'argent. Et de l'autre côté, le fait que vous leur donniez un tout petit budget à gérer, même juste à payer eux-mêmes, je sais pas moi, leur petit 10 heures ou leur petit goûter quand vous allez avec eux à la boulangerie, ça ancre cette notion d'euros, de cents et de conversion.
Donc voilà, ça c'est c'est le premier moment ou la première manière de l'aborder. L'argent de poche à proprement parler, un âge naturel, s'ils sont pas demandeurs avant et si les copains n'ont pas poussé la discussion sur la table du dîner avant, c'est typiquement quand ils rentrent en école secondaire, quand ils rentrent au lycée, parce que là ils ont des frais. Donc notamment la cantine, éventuellement le transport, éventuellement le téléphone. Et donc, c'est un bon moment pour les responsabiliser sur ces dépenses qui arrivent. Soit directement, soit leur laisser quelques mois où vous voyez ensemble, vous payez, mais vous dites, tiens, là, c'est un peu plus élevé que le mois passé, etc. Et puis finalement, de l'autonomiser au fur et à mesure. Voilà, donc c'est une réponse à cette question-là. Je voudrais, pour ma part, pas qu'ils fassent des économies. Alors, de nouveau, ça, c'est vraiment à vous de voir et de nouveau de laisser un peu aussi, de voir finalement de commencer par leur faire confiance et puis de rattraper derrière, d'avoir la discussion en amont et puis de voir comment ils se débrouillent. Vous les connaissez mieux que quiconque, donc cette autonomie sur aussi les postes et la manière dont ils allouent aux différents postes, c'est à vous de voir. Donc pour l'argent de la cantine, alors typiquement, je peux parler pour moi parce que c'était déjà le cas quand moi j'étais en secondaire. Mes parents, en fait, dès l'âge de 12 ans, j'avais moi-même mon budget à gérer. Ça a commencé par la cantine, qui était finalement, voilà, on avait les tickets repas à gérer pour la semaine, on devait les acheter. Et en fait, mes parents, ils me le donnaient dans mon argent de poche du mois. Donc, moi, je devais gérer le fait que j'avais mon argent au début du mois et j'allais devoir payer la cantine sur la semaine. Donc, il fallait que je mette de côté en début de mois l'argent de la cantine du mois, même si, en fait, je n'allais le dépenser que semaine après semaine. Et il y a eu quelques petits ratés, entre guillemets, les premiers mois. Mais du coup, voilà, ça m'a appris à dire, en fait, une gestion de trésorerie, carrément, qui était pas mal. Donc voilà, ça, c'est un exemple. Mais il y en a aussi qui décident de laisser l'argent de la cantine dans une enveloppe séparée et puis de leur donner par ailleurs un argent de poche mensuel et chaque semaine cette enveloppe cantine s'il est payé toutes les semaines. Je ne sais pas si dans les écoles, si ce truc est même digitalisé. Là, je dois admettre, moi, j'ai pas d'expérience là-dessus puisque mon aîné va rentrer l'année prochaine. Mais donc, si ça tombe, c'est pas pertinent. Si je ne me trompe pas, il y a certaines écoles où en fait, c'est carrément un virement que les parents peuvent faire directement. Il n'y a plus d'échange de cash à la cantine ou alors une carte via leur carte étudiant que c'est payé directement également, quoi. Donc forcément, à ce moment-là, la dynamique est différente. Où est-ce que donc j'étais donc en termes de compte en banque, donc je vous encourage à aller voir ces différentes apps. De ce que j'ai vu, Belgique, l'offre est un peu plus classique aussi, un peu plus diversifiée qu'à Luxembourg, mais les apps et les néobanques vraiment dédiées aux ados, j'en ai pas vu. De nouveau, si vous en connaissez, je suis preneuse. Moi, j'ai regardé en détail PixPay, Xalis et Card, qui sont assez intéressantes. Alors, Card, c'est même pas un compte, c'est vraiment la carte avec entre guillemets des goodies à côté. Oui, pour la cantine au lycée, c'est électronique. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Merci Christa de confirmer. Donc, du coup, c'est pas toujours, c'est moins pertinent de le mettre forcément dans leur budget si c'est un système séparé. Quoique, ils pourraient aussi alimenter eux-mêmes la carte. Voilà. Mais donc pour revenir sur ces cartes, c'est assez intéressant. Et alors, celle qui est disponible partout, en tout cas en Belgique, en France, à Luxembourg, c'est Revolut Junior, puisque Revolut maintenant est déployé dans tous dans les 3 pays. Et donc, vous pouvez, si vous n'avez pas encore de compte Revolut, par contre, vous allez d'abord devoir ouvrir un compte Revolut vous-même. Dans le compte Revolut standard, qui est le compte gratuit, vous avez un compte junior. Bon, à ce moment-là, vous demandez à votre conjoint, éventuellement, si vous avez 2 enfants, d'en ouvrir un et du coup d'avoir un deuxième compte junior. Sinon, il y a le compte premium où vous avez 2 comptes junior et par ailleurs, vous avez l'ensemble des fonctionnalités qui sont débloquées pour le compte junior. Donc, dans le compte junior, par défaut, c'est maximum 40 € par mois
en mode gratuit quand vous passez au compte premium, qui est le compte premium adulte. Hein. Donc, en fait, le compte junior, c'est un peu comme un produit dérivé du compte adulte et est lié au type de compte adulte que vous avez. Donc, quand vous avez le compte premium, il y a toute une série de fonctionnalités qui sont débloquées sur le compte adulte. Ça débloque également l'ensemble des fonctionnalités sur les comptes juniors et vous pouvez avoir 2 comptes juniors. À savoir que les comptes juniors, ils sont nominatifs. Hein, donc, les cartes sont vraiment nominatives. Et donc, les enfants peuvent pas utiliser, enfin, peuvent pas. En pratique, c'est difficile de vérifier, mais d'un point de vue juridique, vous vous engagez à ce que ces sous-comptes soient dédiés à chacun des enfants. Donc, voilà, et ça, c'est à partir de… La carte, c'est à partir de 10 ans. Sur le compte Revolut Junior. Et donc, le compte est gratuit. Il y a juste les frais d'envoi de la carte. Si je ne me trompe pas, j'ai payé 5 €, je pense, donc en one-off pour que la carte soit envoyée. Elle vous est envoyée par la poste et ensuite, voilà, elle est disponible, donc paiement sans contact, en mode gratuit jusqu'à 40 €, enfin c'est 40 € par mois. Donc en gros, ça veut dire que pour de l'argent de poche digital de 40 € par mois. Il y a aussi des marchands, donc paiement par Internet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certains marchands que vous pouvez bannir. Et par défaut, de toute manière, Revolut, en fait, gère tous les codes marchands qui sont des codes liés à des business qui sont interdits aux mineurs. Donc, vente d'alcool, vente de cigarettes, voilà, pornographie, site pour adultes de manière générale, en fait, ont un code bien spécifique en tant que code de marché en ligne. Et donc, ceux-là seront automatiquement bannis sur les comptes jeunes. Voilà. Donc, juste pour savoir, mais vous pouvez ajouter d'autres marchands si vous estimez que vous voulez pas de jeux vidéo pour des raisons X, Y ou Z et qu'il y a des comptes ou des marchands bien spécifiques sur lesquels vous voulez pas qu'il aille, vous pouvez les ajouter dans la liste et ils seront aussi blacklistés. Voilà. C'est le type de choses que vous pouvez faire avec Revolut, chose que moi, je mets pas encore en place parce qu'elle fait pas d'achat en ligne encore, mais vu que les doléances changent toutes les semaines, je ne sais pas à quel moment la question va m'être posée. Elle m'a pas encore posé la question de savoir si elle pouvait. Donc, je ne lui ai pas dit non plus. Donc ça, c'est pour les comptes. Voilà, si vous avez la moindre question sur certaines offres, sur Revolut Junior, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, je me ferai un plaisir de vous montrer en offline. Ici, vous voyez donc sur le petit écran ici, ça c'est PixPay pour vous donner un exemple des applicatifs. Donc, vous avez chacune des dépenses et alors vous avez donc ce fameux pie chart, camembert qui leur permettent de voir à quoi ils ont dépensé leur argent. Alors, 2 autres sujets qui sont liés à cet argent de poche. Donc, il y a évidemment la manière dont il dépense, s'assurer qu'il gère bien son budget, qu'est-ce qu'on rentre dedans et qu'est-ce qu'on rentre pas. Et puis, il y a l'autre aspect qui est de dire comment l'encourager à épargner et voire même à faire travailler son épargne. Mais parlons même pour le moment juste d'épargner. Et là, j'aimerais partager avec vous finalement une idée assez originale qui a été vulgarisée dans un livre qu'une amie m'avait conseillé il y a quelques années, que j'ai lu et que j'applique maintenant avec ma fille aînée qui commence à être en âge. C'est finalement de rendre l'épargne attractive. Aujourd'hui, c'est déjà pour des adultes, mettre son argent sur un compte épargne qui rapporte 0,05%, en termes d'incitant, finalement, c'est parce qu'on a une vision assez rationnelle des choses, on sait qu'il est important de mettre de l'argent de côté, etc. Mais fondamentalement, l'incitant à épargner, donc c'est-à-dire ce mécanisme d'intérêt composé sur un compte épargne dans une banque, objectivement, c'est très, très compliqué de rendre ça visuellement et visiblement attractif pour un enfant ou pour des jeunes. Parce qu'en fait, il va vous falloir à peu près une centaine d'années pour que leur argent de poche double en le mettant à ce taux d'intérêt-là.
Et donc, la philosophie de ce livre qui s'appelle The First National Bank of Dad, donc je vous encourage à lire si le sujet vous intéresse, c'est de dire en fait pour susciter, en tout cas pour rendre l'épargne attractive, plutôt que de les contraindre à épargner, parce que ce qui a été démontré dans beaucoup d'études, c'est qu'en fait, quand vous obligez vos enfants à épargner ou quand vous le mettez sur un compte épargne, en fait, vous créez un sentiment de frustration quand ils sont au plus jeunes ils sont et au plus ils le ressentent, parce qu'en fait, pour eux, c'est comme si ça disparaissait. Toutes ces notions de il sera disponible plus tard et tu en auras plus, etc. En fait, c'est quelque chose qui est très abstrait. Pour des jeunes enfants, c'est très difficile pour eux de se projeter là-dedans. La seule chose qu'ils voient, c'est ils ont reçu 5, 10, 15, 20, 50 euros de leurs grands-parents ou de leurs parents à la place d'un jouet qui, lui, est consommable directement et où il y a une gratification qu'ils voient bien. Et donc, déjà, le fait de recevoir ce billet, c'est assez entendu. Ils disent, OK, super, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Quand ils voient qu'en fait, ils peuvent l'échanger au magasin, alors là, déjà, OK, ça devient intéressant. Donc, ils se rendent compte que ça a une valeur et que ça peut être échangé contre quelque chose qui les intéresse. Mais si vous leur demandez de mettre une partie à la banque pour avoir plus tard, mais plus tard, c'est quand? C'est quand ils auront 18 ans. Ils en ont 8. Donc là, franchement, c'est plus que ce qu'ils ont vécu jusqu'à présent. La grosse majorité des enfants, vous les avez perdus. Et donc, en fait, ils voient ça comme une contrainte, comme une frustration. Et donc, il y a une relation à l'épargne qui est pas forcément très positive et très épanouie. Et donc cet écrivain, il s'est dit, OK, en fait, plutôt qu'un mécanisme plutôt coercitif et contraignant, eh bien, typiquement, dans finalement l'analyse comportementale, on voit bien que le meilleur moyen d'encourager un comportement, c'est de lui donner un incitant qui soit valorisé par la personne dont on veut changer le comportement ou en tout cas encourager un certain comportement. Et donc, il a créé sa propre banque, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a dit à ses enfants, vous allez recevoir donc un argent de poche tous les mois et il sera payé en début de mois. Chaque début de mois, vous aurez 15 euros, 10 euros, 50 euros. Et à la fin du mois, ce qui n'aura pas été dépensé, eh bien, je vous paye un intérêt dessus. Donc, je ne vous demande pas qu'il y ait quelque chose en fin de mois. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent sur base du contrat moral ou écrit que vous avez fait avec eux, sur ce qu'ils peuvent faire et pas faire avec, combien ils ont, quelle liberté ils ont. Et si à la fin, vous décidez d'épargner, eh bien, je vous paye. Et alors, il dit, je mets un taux d'intérêt qui soit suffisamment visible pour leur âge pour qu'ils voient un intérêt. Donc, lui, il avait mis en fonction, de dire c'est 3 ou 5% par mois. On parle de montants très petits, donc ça ne va pas vous ruiner a priori, sur finalement la balance virtuelle de leur compte chez vous, banque maman ou banque papa. Et là, du coup, l'intérêt, il est direct parce qu'en fait, ils voient tout de suite que ça fait 1 euro, 2 euros, 5 euros de différence à la fin du mois. Et ils voient aussi qu'ils peuvent arbitrer, c'est-à-dire ils peuvent décider de ne pas tout épargner, et quand même d'avoir une partie des bénéfices de leur épargne et puis de dépenser. Mais ils voient aussi que à la fin de l'année, leurs 15 euros tous les mois, ça fait un montant significatif qui leur permet, le cas échéant, de s'acheter quelque chose qui soit, entre guillemets, hors d'atteinte, normalement avec leur argent de poche parce qu'ils voient juste qu'ils ont 15 euros et chaque mois, il y a 15 euros et ils vont les dépenser en fin de mois. Et donc, ce mécanisme, en tout cas, a fonctionné chez eux, a trouvé un intérêt, en tout cas, chez ma fille aînée également et auprès des amis qui l'ont implémenté. Après, il y a des discussions, évidemment, sur le taux d'intérêt que vous donnez ou que vous ne donnez pas. Donc, nous, on a décidé pour le moment, vu que le montant de l'argent de poche qu'on donne tous les mois est assez faible. Le taux d'intérêt est de 5% par mois, donc dans la banque Grace Ag. Elle est de 3% chez d'autres et en fait, il a diminué de 5 à 3% pour une raison que je vais vous expliquer dans le chapitre après, qui est l'investissement. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas rendre l'épargne trop attractive non plus, parce que vous donnez un faux message dans en tout cas la pérennité du modèle.
puisque malheureusement nos taux d'épargne réels ne sont pas du tout ça. Et donc à partir du moment où vous passez sur des vrais comptes épargne dans la vraie banque et que vous voulez aussi élargir les horizons de vos enfants à dire bon ben voilà, l'épargne c'est un placement sûr, mais pas très rémunérateur, et il y a d'autres placements qui sont plus rémunérateurs mais qui ont une certaine prise de risque, et donc de graduellement en fait leur permettre de se former au risque et d'apprendre à gérer le risque avec un taux d'intérêt de 5% par mois, je vous jure, ils n'investiront jamais. Donc, et ils viendront placer leur épargne chez vous en permanence. Donc, il y a un moment donné où la banque de maman et papa va peut-être décider de baisser son taux directeur, hein, comme la Fed ou la Banque centrale, et elle expliquera pourquoi. Et à ce moment-là, ils seront suffisamment mûrs que pour comprendre les mécanismes. Et d'ailleurs, ça leur permettra également d'avoir une petite leçon d'économie maison dont ils comprendront l'impact directement et qui donc leur permettra de comprendre l'impact de ce qui se passe dans l'économie réelle également. Donc, c'est vraiment voilà, une chose que je voulais partager avec vous. Un moyen, en tout cas, je trouvais intéressant et innovant pour les inciter à épargner dès entre guillemets leur plus jeune âge, de manière volontariste et en y voyant le bénéfice, et de créer du coup une habitude qui leur restera dans le temps, parce qu'ils auront compris en fait cet effet justement des intérêts composés de manière visible. Alors après, ils seront plus capables d'apprécier la nuance, et ils auront une capacité à apprécier ça dans le temps qui correspondra à leur niveau de maturité. Aujourd'hui, ils doivent voir entre guillemets, des impacts visibles à un terme relativement court, parce qu'ils n'ont pas la même appréhension de ce que c'est 5 ans, 10 ans. Quand vous avez 18 ans, vous êtes plus capable de vous projeter à un horizon de 5 ans, un horizon de 10 ans. Quand vous avez 30 ans, vous êtes capable de vous projeter à un horizon de 20, 25 ans, et donc de commencer à réellement épargner pour votre retraite. Un enfant de 9 ans, un enfant de 11 ans, un enfant de 12 ans, même un enfant de 15 ans, c'est encore plus compliqué. Donc, vous pouvez élargir en fait son appréciation du temps au fur et à mesure. Mais au début, pour lui donner cette approche, il faut travailler dans sa propre temporalité, d'où le taux d'intérêt mensuel qui est intéressant. Voilà, donc ça c'est une première, en tout cas un tips pratique, un peu disruptif, que je peux partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez envie de le mettre en place ou pas. Donc moi personnellement, je le fais sur un spreadsheet Google Sheet que je partage. Donc là, maintenant, on le regarde ensemble avec ma fille, mais elle est de plus en plus à l'aise avec son ordinateur. Donc, j'ai dit que j'allais faire un fichier partagé pour qu'en fait, elle puisse regarder quand elle veut. Parce que ce qui est vraiment important, c'est que c'est son argent. Donc, je suis la banque, mais je suis une vraie banque, c'est-à-dire c'est elle qui décide combien elle veut mettre de côté ou pas. Alors, je précise bien que, par ailleurs, on a un compte épargne sur lequel mon mari et moi, on continue à mettre depuis qu'elle est née, et de manière régulière, sur lequel ses grands-parents mettent également aussi. Donc, c'est une épargne supplémentaire. Et d'ailleurs, c'est une épargne dont elle peut disposer également. Tandis que l'épargne que nous, on fait, c'est une épargne forcée, entre guillemets, et c'est ce que nous, on utilise pour lui créer un peu un pécule pour débuter dans la vie, quoi. Donc, quelque chose qu'elle pourra avoir alors à 18 ans ou plus tard, pour, je sais pas moi, son premier appart, sa première voiture ou sa première boîte, que sais-je. On décidera à ce moment-là. Et ça, elle sait que c'est notre décision. Donc, c'est pour elle, mais nous avons encore le pouvoir décisionnaire dessus. Donc, elle a juste un droit d'information. Elle peut voir, elle peut nous demander ce qui se passe. Pareil sur les investissements qu'on a fait pour elle. Voilà, elle, au fur et à mesure, on l'informe. Mais là-dessus, elle sait que c'est nous qui sommes gestionnaires, et elle a bien la part des choses entre les deux. Son argent de poche, en fait, elle pourrait tout dépenser. Objectivement, si mon système fonctionne pas ou que elle ne met qu'une fraction, en théorie, c'est OK. Il n'y a aucune directive sur « et je veux que tu mettes 50% de ton argent de poche dans la banque de papa et maman. » Voilà. Elle peut aussi le retirer quand elle veut. Donc, ce fichier Excel, à n'importe quel moment, voilà, elle peut dire je veux retirer 10 €, 15 €. Voilà, c'est vraiment à elle de gérer, et nous n'intervenons pas ni sur la nature des dépenses,
Alors, évidemment, elle ne viendra sans doute jamais me demander d'argent pour aller faire des choses qu'elle n'a pas le droit de faire. Hein. Donc, elle est contrainte par ça, évidemment. Mais bon, de toute manière, elle est contrainte en temps normal. Mais c'est vrai que si c'était une vraie banque qui l'usait et qu'elle avait toute liberté sur sa carte, elle devrait peut-être moins rendre des comptes ou elle se sentirait moins en devoir de rendre des comptes. Mais techniquement parlant, elle peut juste me demander d'être payée de ses intérêts échus ou d'une partie et elle le sera. Voilà. Donc ça, c'est sur la partie épargne. Donc je vous dis, n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus, s'il y a des choses qui sont pas claires, si vous voulez en savoir plus, des questions maintenant, des questions après par mail aussi, avec grand plaisir. Et le livre de référence, First National Bank of Dad, qui explique comment lui l'a géré et comment il a fait ses propres expériences là-dessus avec son fils et sa fille. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans le bouquin, il explique la manière dont son fils et sa fille ont appréhendé les choses de manière différente. Donc, son fils a tout de suite compris, il a mis, sa fille a été un peu plus réticente, enfin pas réticente, mais en tout cas n'a pas tout de suite été aussi active que son fils à placer, enlever, replacer, etc. Mais une fois qu'elle a compris le mécanisme et qu'elle s'est approprié, elle a été assez bonne. Et d'ailleurs, on vient dans la partie investissement, il a fait un peu le même principe. Et c'est aussi très intéressant de lire dans le bouquin la différence entre la manière dont son fils a appréhendé son portefeuille d'investissement et la manière dont sa fille l'a appréhendé. Ça, je vous laisse lire le livre, mais je trouve que c'est vraiment voilà, super intéressant à lire, même si vous ne voulez pas l'appliquer, juste de voir comment ils l'ont fait et ce qui s'est passé et comment l'un et l'autre ont réagi. Je passe. Oui, super. Isabelle, très bonne. Très bon objectif. Et d'ailleurs, je te dis, il y a certaines apps que je trouve intéressantes parce que tu peux mettre un objectif d'épargne concret. Et donc ça rend les choses encore plus tangibles. Donc, si c'est son permis, il va vraiment avoir un objectif permis. Il peut mettre la photo de la voiture ou du permis. Comme ça, il visualise le montant qu'il veut et il voit sa jauge de progression évoluer. Nous, on a créé depuis cette année avec les filles un objectif d'épargne familiale, en fait, qui a plus été un prétexte pour leur changer les idées parce que suite au Covid, on a décidé de ne pas partir en vacances. En tout cas de pas prévoir et finalement on est parti à la mer mais on n'est pas vraiment parti loin ou même pas loin mais genre on n'a pas planifié de voyage quoi et elles aiment ce côté anticipation du voyage où on commence à regarder où est-ce qu'on pourrait aller etc et donc voilà elles étaient un peu déçues frustrées tout en comprenant et donc ce qu'on a dit c'est mais on va planifier un grand voyage l'année prochaine mais par contre les grands voyages ça demande un certain effort financier, on ne peut pas juste décider comme ça 2 mois avant, allez hop, on va partir. Et du coup, on leur a dit, si vous voulez y aller, on va le planifier ensemble, mais on va aussi faire un objectif d'épargne. Et donc, on va être transparent sur les trade-offs qu'on fait aussi au niveau du budget familial. Et en fait, c'est assez marrant parce que maintenant, même les choses où en fait, elles seraient assez embêtantes quand on va faire des courses où elles demandent pour avoir des petits trucs, des petites conneries, etc. En fait, elles ont le réflexe. Donc, elles demandent quand même, parce que bon, ça reste des enfants, mais après, elles font « Ah oui, mais non, attends, je préfère qu'on mette ça sur la cagnotte. » Et c'est assez marrant. Et le fait qu'elles aient cet objectif, et en fait, on les informe, entre guillemets, de où on en est sur l'objectif. Est-ce qu'on est à 80% de l'objectif qu'on s'est fixé de dédier en fait une partie de notre épargne à ça? Et c'est entre guillemets artificiel, hein, mais elles, en tout cas, ça les aide énormément et elles sont hyper investies et je pense que même elles vont savourer ce voyage différemment parce qu'en fait, elles le vivent déjà maintenant, à voir cette progression, l'effort qu'elles font collectivement, le fait qu'on fasse ça en famille. Enfin, voilà. Je ferme la parenthèse, mais donc, j'espère juste que nous pourrons partir l'année prochaine, sinon on va devoir trouver autre chose. Donc c'est un super motivateur. Alors, dernier point, et puis je vous laisse pour la soirée. La partie investissement. Alors, exactement le même principe que la partie épargne.
Sauf que c'est plus compliqué de leur ouvrir des vrais comptes d'investissement parce que, bon, contrairement à un compte épargne ou un compte jeune, les comptes d'investissement, en fait, il faut avoir 18 ans pour pouvoir détenir des titres. Sinon, vous devez être son tuteur légal. Enfin, donc c'est plus compliqué. Et en fait, chaque passage d'ordre, vous allez de toute manière devoir le valider. Donc, en termes d'autonomie, c'est pas facile. Vous pouvez quand même vouloir le faire, hein, mais ça a été un peu l'observation de nouveau de ce papa qui a écrit ce bouquin, qui est assez pertinente, c'est de dire c'est plus compliqué. Alors, vous pouvez lui passer vous pouvez décider d'ouvrir un compte en ligne chez un broker, hein, et puis de lui donner votre password et votre numéro de compte. Mais bon, c'est quand même un peu plus risqué. Hein, on va pas se mentir, s'il se trompe, s'il passe un ordre au mauvais moment, etc., potentiellement, c'est plus embêtant si en plus, c'est un compte où vous pouvez faire des opérations à découvert, etc. Donc, voilà, c'est un peu plus complexe. Néanmoins, donc, vous pouvez le faire. Vous pouvez décider d'investir pour lui ou elle et puis de partager plutôt les résultats de vos investissements. Donc, en fait, de l'informer et de l'impliquer dans vos décisions et dans les conséquences des décisions, donc dans vos rapports trimestriels, de lui faire lire, etc. Oui, voilà, en fonction de la personnalité, des sujets qui lui tiennent à cœur, ça risque d'être un peu compliqué de l'intéresser à ça s'il peut pas le faire. Et puis, un des autres constats, ou en tout cas une des autres convictions du papa qui a écrit ce livre et qui est assez pertinente, c'est qu'en fait, l'investissement, vous pouvez théoriser dessus pendant des années et conseiller pendant des années, mais tant que vous n'avez pas senti la douleur de la perte ou l'euphorie du gain, en fait, vous ne vous connaîtrez jamais en tant qu'investisseur, et donc ça ne leur évitera pas de faire les erreurs de débutants que justement auxquelles vous voulez les exposer le plus tôt possible pour que la courbe d'apprentissage soit la plus rapide possible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au plus tôt on investit, et au plus tôt on fait les erreurs, au moins elles sont grandes, au moins elles sont chères, et au plus les bénéfices des investissements sont grands sur le long terme. Parce que l'investissement est vraiment quelque chose qui se conçoit sur le long terme. Donc, au plus tôt ils commencent, au mieux ils sont armés, et au plus ils en bénéficieront, en fait. Donc, ceci étant dit, une manière de le faire, et c'est la manière dont il l'a fait dans le bouquin, c'est en fait de virtualiser les trades tout en les gardant réels. Donc lui, comment est-ce qu'il a fait ? Donc je précise, c'est un bouquin écrit par un Américain, donc beaucoup plus une culture beaucoup plus anglo-saxonne forcément de l'investissement, mais tout à fait réplicable ici. Il n'y a pas grand-chose aujourd'hui que dans la culture entre guillemets américaine que je répliquerais, sauf cette partie-là, d'être beaucoup plus proactif en fait, hein, dans la gestion de son avenir et de son patrimoine financier. Voilà, ça c'est quelque chose, je pense qu'on peut apprendre d'eux, qui eux sont forcés parce qu'ils n'ont pas de protection sociale comme on l'a, donc c'est pour les mauvaises raisons. Donc nous, on a la chance d'avoir un système qui est beaucoup plus beaucoup plus social entre guillemets. Donc prenons le positif de leurs contraintes. Donc, je reviens sur ce mécanisme. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un portefeuille d'investissement virtuel pour ses enfants. Il a dit, voilà, je vous ai acheté, entre guillemets, un portefeuille avec 6 actions, qui sont des actions qu'il a pris pour les intéresser. Donc, c'est-à-dire, typiquement ma fille, j'ai mis un post sur LinkedIn, c'est une question réelle. Ma fille, quand elle a entendu à la radio, parce qu'on écoutait la radio dans la voiture, que Disney+ avait cartonné et que donc ils avaient vendu le nombre d'abonnements équivalent à ce qu'ils comptaient vendre en 5 ans, elle m'a demandé, maman, est-ce que je peux investir mon argent dans Disney ? Alors, elle sait ce qu'investir veut dire de manière très, très haut niveau, parce que moi, je suis dedans et que je lui explique, que j'essaie de lui expliquer dans des mots qu'elle peut comprendre, mais elle a que 9 ans. Donc, ça reste encore très abstrait. Mais c'est surtout Disney. Oui, évidemment. Elle aurait eu exactement… on aurait dit, par exemple, je sais pas moi, que une appli de fitness
quelconque avait vendu plus d'abonnements que machin, ça ne lui aurait pas parlé. C'est juste, c'était Disney et Disney, ça lui parle. Donc, il a pris des actions exactement de cette nature-là, de services ou de produits que ses enfants utilisaient régulièrement, consommaient régulièrement et qui donc leur parleraient. Il a construit ça. Pourquoi? Parce qu'il a dit, si je leur laisse le choix en disant, dites-moi quelles actions vous voulez acheter et je le fais, il dit, en fait, ils vont être noyés dans l'information. Et donc, il a préféré faire comme ça parce qu'il dit, c'est plus facile de partir d'un premier jet que ensuite que de devoir choisir d'une page blanche. Donc, il a pris ces 6-là et il leur a dit, vous êtes libre maintenant, soit de revendre votre portefeuille totalement à la valeur d'aujourd'hui, et donc de décider de ne pas avoir de portefeuille d'investissement, de changer la composition, d'ajouter une partie de vos économies dans ce portefeuille d'investissement. Voilà, à partir de maintenant, je vous l'ai constitué, mais vous le gérez comme vous voulez, et je serai la société d'investissement, donc je serai la contrepartie. Donc, en fait, il crée le marché. Donc, je l'entends bien, ce n'était pas des vraies actions. Pourquoi? Parce que la problématique, c'était les frais de transaction, les taxes, etc. Donc, il leur a quand même simplifié le truc en disant, je ne vais pas les exposer aux taxes, aux frais de transaction, etc. Ils auront tout le temps d'apprendre ça. Ce que je veux leur apprendre, c'est la volatilité et la gestion du risque primaire du marché et le fait que il faut trouver la juste dose et chacun doit trouver la sienne. Et donc, il a commencé comme ça. Et pour leur permettre à eux de s'informer, parce qu'il a dit c'est vous qui vous informez, ce qu'il a fait, c'est qu'il a transformé le cours réel de ces actions d'euros vers des centimes d'euros, enfin, plutôt de dollars vers centimes de dollars. Comme les actions cotent en général entre 0 et quelques centaines d'euros, bon d'ailleurs, il y en a qui cotent beaucoup plus haut, mais il y a déjà eu justement récemment des splits d'actions pour faire rebaisser le prix de l'action. Psychologiquement, les sociétés essayent de garder le prix de l'action dans des valeurs qui sont en centaines d'euros. Donc, du coup, si vous les traduisez en 100 fois moins, ça fait des valeurs d'action en euros ou en centimes d'euros. Du coup, ça leur permet en fait aussi directement d'aller sur Yahoo, d'aller regarder dans les journaux, etc. et de traduire en fait ceux qui voient en euros, en centaines d'euros, ils divisent et ils savent que c'est leur prix en euros dans leur portefeuille. Donc ça leur permet de prendre leurs propres décisions sur le moment où ils veulent vendre, le moment où ils veulent acheter, etc. Voilà. Donc ça c'est ce qu'il a mis en place, qui a fonctionné assez bien quand ses enfants ont eu l'âge de 15-16 ans. Et c'est à ce moment-là qu'il a fermé la banque, le côté banque, donc le côté compte épargne. Parce que forcément, avec un taux d'intérêt de 5% par mois, il n'y avait aucun intérêt à garder un portefeuille d'investissement par ailleurs qu'ils voulaient pour qu'ils puissent s'informer et prendre leurs propres décisions liées au marché réel. Donc, il a décidé de clôturer la banque. Il leur a expliqué que c'était c'est chaque âge entre guillemets sa leçon entre guillemets et il a commencé comme ça et sa dernière étape quand ils ont maîtrisé cette notion de marché d'action avec des actions qui étaient très claires, il est passé au fonds d'investissement. Et c'est là où je dis qu'il y a une différence très intéressante entre son fils et sa fille, c'est qu'en fait, sa fille, donc il leur a expliqué ce qu'était un fonds d'investissement à ce moment-là, la différence entre ce qu'ils faisaient comme gestion active maintenant avec leurs actions, etc., et ce qu'un fonds d'investissement faisait, etc. Et en fait, sa fille est rapidement passée de la gestion en action directe au fonds d'investissement parce que son raisonnement derrière, c'était elle n'avait pas le temps de s'occuper de ses actions, elle avait ses devoirs à faire, ses activités extrascolaires, ses copains, sa vie sociale et donc ça lui demandait trop de temps de s'occuper de son portefeuille d'actions. Elle préférait laisser faire les gestionnaires de fonds professionnels et de s'assurer qu'elle pouvait en fait laisser son argent dans quelques fonds et le regarder de manière moins régulière que ce que son portefeuille d'actions lui demandait. Donc, je trouvais que c'était assez... l'histoire, en tout cas, assez marrante. Je ne sais pas si elle est vraie ou si elle est romancée, mais je trouvais ça assez savoureux. Donc, voilà, ça, c'est une manière d'exposer vos enfants à l'investissement sans devoir entrer dans des mécanismes complexes d'ouverture de compte titres, sans devoir gérer des frais de gestion et des frais de
de transactions, ni devoir gérer les impôts là-dessus, etc. Et après, bah, libre à vous de gérer, vous, un portefeuille d'investissement en collatéral aligné avec ça. Ce que je précise encore, c'est qu'il les a laissés prendre leurs propres décisions. Donc, il ne faisait pas le gestionnaire de fonds ou le conseiller en investissement, il faisait vraiment le broker. Donc, il passait les ordres. Il a dit évidemment qu'il challengeait. Quand ses enfants sollicitaient ses conseils, il le faisait. Mais s'ils ne sollicitaient pas, il n'en donnait pas, puisque le but, c'était de nouveau de les laisser faire leurs erreurs à moindre échelle, en espérant qu'ainsi, ils deviennent finalement des bons décisionnaires par eux-mêmes. Ça, c'est sur la partie investissement. Donc, comme je vous dis, soit le faire vous-même, vous l'impliquez, vous achetez quelques actions coup de cœur pour lui, puis vous le laissez choisir, vous le laissez les suivre et vous discutez avec lui des actions que vous voulez entreprendre. Bon, ça vous demande à vous, du coup, un suivi plus régulier parce que vous êtes effectivement dans le marché. Vous pouvez également voir ensemble tout ce qui est financement participatif. Ça lui parlera peut-être plus au début. Devenir son market maker, c'est ce que je viens d'expliquer. Et finalement, oui, voilà, s'informer ensemble de manière ludique. Il y a plein de podcasts, de tutos YouTube. Et d'ailleurs, plutôt que de lui suggérer, allez voir les YouTubeurs entre guillemets les plus populaires auprès des ados et regardez en fait si eux ont sorti des vidéos sur le sujet, ça leur parlera, ou en tout cas, vous marquerez beaucoup plus de points que de venir avec du contenu, même si vous le trouvez mieux fait, mieux expliqué, ce qui est sans doute vrai. En fait, ça percutera pas autant dans la plupart des cas. Donc, regardez ensemble. Puis, c'est aussi une manière, finalement, de rentrer dans leur univers et de voir un sujet que vous maîtrisez ou pas d'ailleurs, expliquer dans leurs termes. Et ben, finalement, c'est un super partage aussi d'expérience et c'est une manière de faire quelque chose ensemble. Et un dernier point auquel je vais pas pouvoir malheureusement passer du temps parce qu'on est déjà largement dépassé l'heure, mais la partie revenu, trouver un petit boulot, c'est finalement l'étape supplémentaire à partir du moment où il estime ou elle estime qu'elle n'a pas assez d'argent de poche, mais que vous estimez que vous avez fait votre part, l'encourager à trouver d'autres manières de se financer. De nouveau, moi, ça a été le premier, entre guillemets, ma première motivation pour chercher quoi faire. Ça a été simplement d'augmenter mon autonomie financière sans devoir aller demander plus d'argent à mes parents. Voilà, mon premier petit boulot, je l'ai trouvé à 14 ans et j'ai jamais arrêté depuis. J'en ai trouvé, j'en avais 3 ou 4 différents, voilà, qui prenaient vraiment différentes formes. Et ça dépend de la personnalité et du niveau d'autonomie, d'entrepreneuriat en fait de vos enfants. Et voilà, donc même d'investir dans un side hustle s'il pense à prendre une partie de son argent de poche pour financer un petit stock de choses qu'il revend après à l'école ou sur un site. Surtout voilà, encourager cette voie parce que la réalité du monde d'aujourd'hui, c'est que il n'y a pas qu'une voie pour y arriver et c'est leur moment quand ils sont encore chez vous, qui sont entre guillemets protégés, d'expérimenter, de trouver leur voie, de tester plein de choses, tout en sachant que vous serez là si jamais ça passe mal. C'est une manière pour eux aussi d'acquérir beaucoup de confiance en eux, beaucoup d'autonomie et d'être prêts à voler de leurs propres ailes et voilà, et pour vous, la satisfaction d'avoir participé à son développement et après, les décisions leur appartiennent. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager ça avec vous et à préparer ce webinaire. De notre côté, le prochain webinaire est, je pense, jeudi prochain sur investir dans l'immobilier, donc complètement différent. Pour le lien, c'est sur Livestorm, donc livestorm.com. Vous tapez Start Alerts, vous trouverez tous nos webinaires. Vous trouverez également
cette session en replay dès la fin du webinaire et la présentation est également disponible. Vous aurez un petit mail avec un lien vers le formulaire de feedback. Une fois que vous l'aurez rempli, vous aurez accès à la présentation. Voilà, c'est tout de mon côté. Je suis dispo si vous avez des questions. En tout cas, de mon côté, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir été ici aujourd'hui. Et puis, bon after work pour certains, je vois, en famille ou entre collègues. Portez-vous bien et à très bientôt. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je vous laisse et je vais faire mon propre after work avec mes filles et mon cher et tendre. Merci beaucoup. Au revoir.